Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée par leur travail. On est de retour dans une nouvelle émission à la rencontre où on retrouve des tauliers du label 619 pour l'un de ces podcasts work in progress, c'est-à-dire qu'on enregistre une émission à l'heure où la BD est en cours de création pour justement aller aborder ce processus créatif en temps réel et voir au fil des épisodes si des choses changent. Le contexte, je vous le donne, on est en plein FIBD 2024, donc en janvier 2024, il y a moins de 24 heures, un nouveau projet de Guillaume Saint-Jean et Mathieu Bablet a été annoncé. Ils ont à peine le titre tout frais dans leur tête, ça s'appelle Shin Zero, et on va donc pouvoir en discuter, parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter autour de ça, je crois. Et donc, un projet exceptionnel, casting exceptionnel, puisque Guillaume Saint-Gelin et Mathieu Bablet sont avec nous. J'ai les shivers vraiment de le faire avec deux grands noms de la BD comme vous, les gars. Guillaume, re-bienvenue. Salut Arnaud. Et Mathieu, re-bienvenue également à toi. J'ai déjà eu le plaisir de vous accueillir plusieurs fois, donc c'est vraiment hyper satisfaisant de vous avoir tous les deux en face. Et salut, oui. Et petit disclaimer, il est aussi 9h du matin. Il est 9h du matin et j'ai dormi 3 heures et c'est vraiment Angoulême, de toute façon, quoi. Bon, mais alors, mettons les pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est que ce projet Shin Zero? Puisque, Guillaume, tu venais de sortir Frontières et on t'attendait peut-être de nouveau sur un autre projet de créer en solo. Mathieu, on sait que t'es occupé sur Silent Jenny, et que à l'heure où on enregistre, t'as pas encore tout terminé, mais quand même, tu fais un à côté. Alors, expliquez-moi les deux, qu'est-ce que vous mijotiez ensemble et depuis combien de temps? Vas-y. Je commence, ouais. Puis après, je pense que tu pourras revenir aussi un peu en arrière, mais c'est vrai que moi, à la fin c'était même pas à la fin, quand j'étais en train de terminer Frontières, forcément, je commençais à avoir un peu la tête ailleurs, tu vois, dans qu'est-ce que je fais, ce sera quoi l'après Frontières. Et j'avais commencé à réfléchir à des spin-offs, à continuer à écrire des trucs et tout, et je me sentais vraiment en panne de réflexion, j'avais plus trop d'idées et tout, donc je me suis un peu retourné sur mes basiques. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de dessiner aujourd'hui? Ça, c'était, je pense, en décembre, 2022. Et donc, je commence à taper des petites recherches. Je me dis, tiens, j'ai envie d'un peu de quitter le côté un peu perso, mes petits persos de chibi de Frontières. J'ai envie de revenir à des persos un peu plus réalistes pour travailler un peu sur l'acting, un truc comme ça. Donc, je commence à faire des recherches. Je réfléchis un peu à des mises en scène un peu plus action, un truc comme ça. Enfin, je suis un peu à une sorte de réflexion graphique. Et à un moment, je commençais un peu à trouver un peu des types d'univers qui pourraient me plaire à dessiner, ou qui pourraient combiner à la fois du côté un peu posé dans le récit et en même temps de l'action. Et là, j'ai un peu un éclair qui me revient en tête et je me dis, mais tu avais parlé d'un projet de Sentai il y a quelques années, donc c'était quoi déjà son truc? Je me souviens plus si tu me l'avais proposé ou si tu nous avais parlé comme ça un peu de manière informelle et tout. Du coup, là, je t'ai recontacté en me disant, est-ce que ça existe encore ces trucs et est-ce que c'est d'actu, quoi? D'accord, donc il faut prendre une time capsule pour remonter dans le passé et savoir d'où ça vient alors, Mathieu. Ouais. Et en fait, c'est rigolo parce que il faut remonter à 2016 et au moment où moi je finis Shangri-La et du coup j'ai une réunion éditoriale avec Run et où je me dis qu'est-ce que je fais ensuite? Moi j'ai deux idées. J'ai une idée, une histoire avec des robots qui s'appelait pas encore Carbone et Silicium à l'époque, et une histoire avec des Sentai parce que moi je suis vraiment fan de la culture de Sentai, quoi, puis de tout ce que ça englobe, c'est-à-dire que vraiment les Kaiju, Ultraman, Kamen Rider, etc. Donc on parlera de Power Rangers un peu plus tard, mais finalement c'est pas tant le versant américain qui m'intéresse que tout ce qui est rattaché à cette culture ou sous-culture japonaise. Et j'hésitais vraiment entre les deux, vraiment. Moi, il n'y avait pas de distinction, alors que il y avait un truc qui était vraiment un peu plus du divertissement entre guillemets, et puis un truc un peu plus sérieux avec les robots. Bon, finalement, je suis parti sur Carbone et Silicium, et en fait, je me suis aperçu que c'était pas une histoire que j'étais capable d'illustrer moi. Et notamment en cours de production de Carbone et Silicium, où en fait, je me sens pas très à l'aise avec l'action. Et j'en mets pas 3 tonnes dans mes bandes dessinées. Je pense que j'en mets même de moins en moins, quoi, par rapport à, par exemple, La Belle Mort ou même à Drasté, où voilà, il y a un robot géant, il y a une course-poursuite, vite fait, quoi. Et voilà, Carbone et Silicium, ça reste plutôt des gens qui marchent, quoi. Donc ouais, vraiment moi je me sentais pas, donc je l'avais un peu enterré, même si effectivement j'en avais parlé au gars du label, parce que j'avais en fait un postulat, c'était pas de faire du Power Rangers, c'était pas de faire du Sentai, c'était d'ubériser les Power Rangers.
c'est-à-dire de partir du principe que en fait c'est pas du tout des super-héros, c'est vraiment un shitty job, comme quand tu vas bosser à McDo, que t'es videur dans un supermarché ou que t'es livreur Deliveroo et que tu fais ça pour payer tes études et donc t'es vraiment un petit job sous-payé de merde, quoi. Et vraiment, c'était juste ça l'intention. Il n'y avait pas encore de scénario derrière, mais il y avait cette volonté, ouais, de le moderniser, mais pas dans le sens, les Batman de Nolan, c'était pas le truc, ouais, il faut rendre adulte Tu voulais pas faire Kick-Ass en fait non plus avec non. Les Sentai, parce que t'avais aussi cette approche ultra réaliste, tu sais, c'est ça en fait, n'importe quel mec qui ferait super-héros dans la rue, en fait, se ferait casser la gueule directement. Ouais, non, le but c'était quand même de toujours être pop, d'avoir, parce que c'est un truc, enfin, c'est des licences qui s'adressent aux enfants et moi ça m'a marqué quand j'étais gosse, quoi. Et donc vraiment rester là-dessus, mais en ayant une approche un peu sociale du coup, et on pourra revenir aussi sur les intentions du scénario qui se sont construites ensuite. Et dans une forme d'hommage, mais très respectueux, quoi. Jamais prendre le truc au second degré, quoi. Vraiment prendre le truc full sérieux, et avec cette envie, et c'est ce que disait Blacky, d'être aussi sur des tranches de vie. Enfin, il va pas avoir 36 000 actions. Le but, c'est de parler de jeunes qui sont en train de se construire et qui sont en pleine mutation. Enfin, moi, les influences, là, ça serait tous les films de coming of age, enfin vraiment d'adolescents qui deviennent adultes, et cette transformation, et ce que ça et comment ça les bouleverse. Mais voilà, après, je fais un peu de foreshadowing, on pourra y revenir. Mais toujours est-il que quand j'avais parlé de ce projet-là au label, et quand Blacky est venu me voir, moi j'avais pas le temps dans la mesure où j'étais déjà sous l'eau, mais en fait c'est pas un projet que tu refuses, parce qu'effectivement moi c'est un projet que j'avais mis de côté, et puis là il y avait la meilleure personne possible pour pouvoir dessiner dessus, quoi. Et ouais, donc en fait à partir du moment où on s'est dit on le fait, je crois que ça s'est fait assez rapidement. Et après je te laisse la parole, mais le dernier truc qu'on s'est dit et qui a fait que je pense qu'on est hyper serein sur ce projet, c'est lui comme moi, faut que ça soit avant tout un projet plaisir. Parce que et là en tout cas pour moi, fallait pas que ça soit un Silent Jenny bis où je saigne, je pleure des larmes de sang, quoi. C'était pas l'objet. Et vraiment à chaque instant, et on pourra parler de notre méthode de travail du coup, mais à chaque instant, il faut vraiment que avant tout ça soit du plaisir. Et du coup on prend notre temps, ça sort quand ça sort, et ça avance comme ça avance. On rush rien, quoi. Ouais, c'est sûr que moi j'ai un peu hésité aussi quand j'ai demandé à Mathieu, et qui commençait à me dire ouais, c'est vrai que ça c'est un truc qui pourrait se faire. Je me dis putain, il est déjà bien sous l'eau avec son Jenny. Je sais qu'il avait fait un gros run sur Carbone, donc lui rajouter de l'écriture, je me suis dit ouais, est-ce que ça va être pas un peu too much pour lui. Moi c'est vrai que aussi j'avais envie de bosser avec Mathieu parce que sur Midnight Tales c'était super bien passé. Franchement on avait fait 30 pages ensemble et ça avait roulé nickel. C'est hyper agréable de bosser avec lui parce que ses scripts sont hyper clairs, tout de suite les persos sont très incarnés, donc c'est très excitant de travailler avec Mathieu. Mais oui, je savais que j'allais lui rajouter du boulot, donc voilà, à chaque fois genre vas-y, on prend notre temps, tu m'envoies des idées quand tu peux, des pages de script quand tu peux, parce que le but c'est pas de se rusher, quoi, c'est vraiment de faire un beau projet et vraiment effectivement y prendre plaisir, quoi. Donc voilà, quand Mathieu était chaud pour s'y lancer, moi j'ai commencé à dessiner de manière un peu plus concrète sur cet univers-là. Effectivement, je trouve que cette idée de Sentai ubérisé marche hyper bien, parce que c'est, ouais, comme dit Mathieu, c'est pas rendre l'univers ultra gritty, ou c'est pas le s'en moquer ou le rendre cliché, c'est vraiment simplement lui rajouter du social, quoi. C'est presque comme si tu prenais tous les Sentai, mais tu rajoutais les tranches de vie qui avaient été coupées au montage, mais sinon tu restes presque sur la même dynamique et le même respect de ce genre de récit, quoi. Et que feraient les Power Rangers en dehors des scènes d'action, quoi. C'est ça, ouais, c'est vraiment montrer d'à côté, et même si bon après voilà, le récit d'univers s'en décale, mais c'est ça, c'est montrer un peu la vie de jeunes. Et moi c'est vrai que les récits coming of age, c'est toujours un truc qui marche toujours bien. Je pense que c'est un genre qui est assez universel. En plus, on est tous quasiment passés par là, où on va y passer. Donc on s'y retrouve tous. En plus là, c'est chouette, c'est qu'il y a une galerie de personnages, donc il y a en plus
il y a plusieurs angles de vue sur ce moment de la vie, quoi. Mais justement, sur cet aspect-là, c'est Mathieu qui décide, combien de personnages il y a. Vous en discutez ensemble, en fait, même par rapport aux recherches sur ce que vous voulez dire, aux dynamiques de groupe, combien de personnages il faut pour que ça marche le mieux. Est-ce qu'on en prend 5 ou 6 pour faire vraiment une équipe de Power, de simili Power Rangers? Comment vous le travaillez ça, notamment pour établir le cœur, en fait, du récit? Alors, je pense que tu vas un peu vite. En fait, Okay, non, dans la mesure où avant même les personnages, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde était au courant de ce projet et que en fait, le début officiel, il se trouve ici même 1 an avant. Et ça a été en fait un travail collectif. Donc après qu'on avait enregistré le podcast, dès que je suis parti, vous avez commencé à lancer ce truc-là. Super. Et en fait avec Run et Flow, c'est-à-dire qu'on a fait du world building à 4. Ah d'accord. Ouais. Okay. Et c'est pour ça que là on est tous les deux, mais vraiment et encore il y a jusqu'à pas très longtemps, je crois que la dernière réunion elle date peut-être de 3 mois ou je sais plus. Enfin quand on était sur Paris, on a reparlé encore de l'univers et en fait on en a mis les bases, les intentions à 4. Ça c'était hyper excitant je trouve aussi de se dire ce projet-là justement. Alors il est personnel et on y met nos tripes, mais il y avait cette idée de l'ouvrir aussi là au reste du groupe pour essayer de se dire ensemble comment on peut parler de ce sujet qui nous intéresse tous, hein, tu vois les Sentai Flo et Run ils connaissent, ils ont baigné dedans aussi, ils ont apporté aussi leurs propres influences, leur propre vision de cet univers là. Et donc il y a 1 an, on a d'abord construit l'univers, voir comment il était logique, quels étaient les Sentai actuels, mais comment étaient les Sentai il y a 70 ans. Et ça a été avant les personnages on a eu ça et on en a fixé les limites aussi donc du coup de 3 tomes et de telle sorte qu'on savait et on sait là à peu près qu'est-ce qui se passe dans chacun des tomes et où on va quoi. Et même si justement en termes d'écriture et de dessin on se prend pas la tête dans le sens où moi j'écris les chapitres au fur et à mesure et j'essaye d'avoir un chapitre d'avance sur ce que fait Blackie, mais pour autant tout est pas borné et ce qui est très bien parce qu'on se laisse aussi le temps de la réflexion et de l'évolution quoi sur la narration, mais donc voilà. Et la situation Le Monde c'était il y a 1 an et sur les personnages c'est pareil, c'était pas tant trouver des archétypes que de se dire à mon sens quel moment de vie on a envie de raconter, tu vois, quel moment de transition et voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Non, mais c'est vrai qu'effectivement le côté collectif un peu du world building est assez chouette. D'ailleurs même après Mathieu nous avait fait tout un plan sur un logiciel là où on voyait vraiment toutes les scènes qui s'enchaînaient sur les différents tomes en mode vraiment écriture rough, tu vois, résumé et tout. Et tout le monde avait accès en fait à ce fichier-là. Enfin, nous 4, tu vois, on avait accès au fichier et comme ça on pouvait le relire, en discuter. Mathieu il faisait des modifications et tout. Donc là il y a un côté très mouvant. Il y a un truc effectivement, on sait globalement où on va, mais ça reste aussi assez fluide et pas trop contraignant quoi. On se sent pas trop pressurisé par le projet en fait. Ouais, ça a l'air d'être plutôt à la cool, mais vous avez l'habitude de bosser vraiment à 4 comme ça pour établir des univers sur après des œuvres qui vont être développées pas par tout le monde en fait. Je pense qu'il y a souvent eu des discussions comme ça sur des projets communs, mais c'est vrai que celui-là, je trouve qu'on a cette réunion qu'on a fait il y a 1 an en fait, elle a vraiment posé. Il y a beaucoup de choses qui sont restées de cette réunion en fait. Donc il y a des fois tu vois c'est bien d'en parler à plusieurs et comme ça pour l'auteur vraiment concerné ça permet à lui d'avoir un peu de réflexion, mais là c'est vraiment que on était à 4 à poser des idées et il y en a beaucoup qui sont restés, donc c'est vrai que c'était très collectif sur ce projet là quoi. Ça c'est quelque chose qui est excitant aussi et peut-être que je sais pas alors dans le contexte même de où se situe votre réunion, peut-être que toi aussi ça te fait plaisir même d'être avec des gens, enfin d'avoir ce processus créatif collectif par rapport à ta route en solo sur Silent Gen quoi. C'est une forme de respiration. Hein. Oui, complètement. C'est quelque chose que j'avais expérimenté avec Midnight Health et Midnight Order, et effectivement, c'est dans cette prolongation, quoi, de se dire, il y a, tu vois, si tu peux avoir envie de faire ton auteur et de raconter ce qui se passe dans ta tête, et puis à côté de ça, créer aussi des œuvres avec la collaboration de plus de personnes. Alors, c'est quoi ce qui vous intéresse et ce qui vous passionne dans la culture Sentai? Qu'est-ce qui vraiment vous donne envie en fait de créer dans cet univers-là, dans cet imaginaire-là?
Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Moi, basiquement, c'est le visuel. Hein. J'ai toujours été fasciné. Je peux pas dire, j'en ai forcément regardé beaucoup. Tu vois, vraiment me dire, ouais, j'ai vu telle série, telle série. C'est vraiment plus l'iconographie globale que ça a véhiculé. Tu vois, il y a ce côté, t'es entre le jouet, t'es entre un peu, des fois le côté un peu carton de pâte des costumes. En même temps, des fois, t'as des costumes qui sont ultra beaux en termes de design, de subtilité. Donc, ouais, c'est vrai que moi, c'est vraiment l'historique autour du visuel et surtout l'historique en termes d'époque, c'est que même si tu rajoutes des kaijus en plus, ça existe depuis plus de 60-70 ans et ouais, il y a une vraie histoire du Sentai de manière générale et tu vois les costumes qui évoluent au fur et à mesure, tu vois les tendances culturelles et les modes qui traversent ce genre et il y avait ça aussi dans le projet, il y avait ce côté de génération, de parler essentiellement effectivement de ce moment coming of age, mais il y a aussi d'autres moments de vie qui sont relatés dans le projet. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce côté-là. Moi j'ai plein de bouquins de Godzilla mais années 50 où tu vois vraiment les vieux costumes et tout, et il y a une patine qui me fascine visuellement, quoi. Ton côté. Ouais, mais pareil, c'est le côté carton-pâte en fait. Enfin, moi, j'ai toujours été fasciné par ce cinéma, enfin, en tout cas, cette imagerie de la débrouille, quoi. Et, enfin, tu vois, je vais dire un gros mot, mais tu vois, enfin, j'aime autant le côté carton-pâte des Sentai que le côté débrouille d'un John Carpenter. Enfin, pour moi, c'est le même esprit, tu vois. C'est-à-dire, avec peu de moyens, tu fais des trucs cool et tu vois les coutures, enfin, tu vois, les coutures sont apparentes et c'est ce qui fait le charme aussi de ce que tu es en train de regarder. Et à côté de ça, effectivement, là où c'est intéressant, c'est que finalement le Sentai, nous, on l'a reçu en France via le Club Dorothée et les Power Rangers. Et en fait, c'est qu'une infime partie de cette culture-là, et c'est une partie qui est déformée. C'est-à-dire très compliqué de dire bon, on va faire du Power Rangers parce que c'est faux. Alors si je peux. Non, ce sera le terme d'imagerie et marketing qui fonctionne le plus en fait. Exactement, mais c'est faux. Et pour revenir donc très rapidement, donc les Power Rangers, qu'est-ce que c'est? C'est un producteur, Haim Saban, qui s'est dit ils font un truc au Japon, ça s'appelle le Super Sentai, c'est des héros costumés et j'ai bien envie d'importer ça aux États-Unis. Le problème, c'est que toutes les parties où ils ont pas leur costume et où ils parlent en japonais et où ils font leurs aventures du quotidien, ça m'intéresse pas. Donc je vais couper les épisodes, prendre que les scènes d'action et rajouter des actrices et des acteurs américains ou en tout cas occidentaux pour pouvoir raconter moi ce que j'ai envie. Et donc on s'est retrouvé avec un produit complètement transformé qui ne racontait pas la même chose et qui était presque pas destiné à la même tranche d'âge, quand on était sur vraiment plus sur le côté enfant, alors que il y avait des sujets un peu plus adultes, en tout cas un peu plus travaillés sur le Super Sentai. Et donc pour moi ça a été vraiment une redécouverte, quoi, de passer de Power Rangers à ah ouais, les Super Sentai, ça existe. Et puis, si tu t'intéresses aux Super Sentai, effectivement, tu t'intéresses à Godzilla, à toute la charge sociale qu'il y a derrière Godzilla, à tout le rapport qu'ils ont sur l'anti-américanisme et sur le traumatisme nucléaire. Ouais. Et tout ce qui s'est passé ensuite, donc toutes les créations, que ce soit Ultraman, Kamen Rider et donc le Super Sentai qui existe encore aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un peu étonnant. Et c'est en fait ce qui a été aussi un déclencheur, c'est que le Super Sentai, le principe, c'est un principe très générationnel. Tous les ans, il y a en gros une nouvelle génération de Super Sentai qui ont de nouveaux costumes avec une nouvelle histoire et une nouvelle thématique. Et on s'est aperçu que finalement, le nœud de notre scénario, c'est la fracture générationnelle. C'est-à-dire qu'on va parler des vieux Sentai qui ont vécu la Grande Guerre, qui équivaut à la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'il fallait de courage pour combattre leurs ennemis. On va parler des Sentai des années 80-90 qui finalement, mis à part si on fait le parallèle avec notre monde, mis à part la peur du nucléaire, ont été des années un peu fastes. Et puis on se retrouve avec les Sentai qui correspondent à notre génération, à nous. Au final, on a été élevé dans l'idée que le monde allait continuer tel qu'il avait été prévu de continuer, et puis finalement il est en train de s'écrouler. Et comment tu te trouves des objectifs, comment tu arrives à te projeter dans l'avenir comme ça. Et puis on va parler aussi des Sentai suivants qui correspondent à une génération qui est plus jeune que la nôtre, et comment tu fais pour avoir 20 ans
en 2024 dans notre vrai monde, comment tu aspires justement à un futur alors qu'on te promet pas de futur. Et voilà, dans ce côté coming of age, il y a cette idée que bah oui, mais ce passage à l'âge adulte, il est différent pour les générations, et la fracture, à mon sens, a tendance à justement à s'exacerber avec une jeune génération aujourd'hui qui peut pas du tout se retrouver dans les modèles qui ont été créés par les générations d'au-dessus. Et c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est ce côté social-là, et c'est ça le squelette, la colonne vertébrale de notre projet finalement. Et c'est bien de l'expliquer en plus. Tu penses que, enfin, vous pensez que d'un point de vue, on va dire, médiatique, plus public, plus grand public, c'est une intention qui va être difficile à communiquer, en fait, ou à expliciter? Ouais, bah, je pense que c'est un peu le truc du projet qui est complexe en termes purement marketing, hein. C'est vrai que nous, on l'avance artistiquement, mais il y a un moment, il faut se poser la question du marketing. Et ouais, déjà, bah, expliquer le Sentai aux gens qui ne le connaissent pas et qu'ils acceptent de le prendre de manière sérieuse, tu vois, de dire, ok, c'est pas une blague, c'est pas un truc venu du Japon qui fait marrer. Non, c'est plus que ça, c'est tout ce que raconte Mathieu, c'est une culture qui est quand même plus vaste. C'est pareil aussi, c'est graphiquement, ça va être dans le format, dans comment moi je traite le récit. C'est sûr qu'on va beaucoup évoquer le manga, tu vois. Donc, c'est sûr que le projet, il aura un risque d'être un peu, des fois, un peu peut-être ramené à quelques mots-clés qui sont pas forcément les bons. Et en même temps, je comprends qu'ils vont être choisis, ces mots-clés-là. Donc après, c'est à nous de trouver les bons termes. Et puis après, en espérant que les gens se mettent à lire le bouquin et qu'ils voient qu'il y a autre chose derrière. Mais après, on va quand même essayer de faire un peu de pédagogie pour présenter le projet du mieux qu'on peut, quand même. Mais ça va être difficile, je pense. Ouais, les ateliers de Mathieu et Guillaume, ça peut être sympa comme concept. Une petite émission éducative. Le format aussi, ça m'intéresse. Enfin, d'abord le format en tant que série en 3 tomes. Donc, vous n'êtes pas sur un récit complet. Vous n'êtes pas non plus sur une série au long cours. J'imagine que ça fait partie forcément de vos réflexions par rapport aux réalités de ce que c'est aujourd'hui de sortir une série quand on y arrive, et versus aussi le côté juste un one shot qui ne permet pas forcément de raconter tout ce que tu veux si tu fais pas un truc de 600 pages qui devient monstrueux en tant qu'objet. Comment vous avez réfléchi à ça sur la longueur idéale pour raconter ça? Est-ce que je sais plus si toi, au niveau des 3 tomes, tu l'avais pensé un peu en termes d'arc scénaristique? Il me semble qu'il y avait cette idée-là parce qu'on avait un peu quand même une structure. Enfin, on savait un peu où on voulait aller dans le premier tome, et puis après l'évolution des personnages principaux dans le deuxième et la conclusion. Il me semble qu'on avait quand même cette idée de 3 tomes. Ça paraissait évident que ça irait pas au-delà, parce que faut quand même que Blackie s'enquille 600 pages, et encore une fois, on est sur un projet plaisir. Donc voilà. En fait, 600 pages, c'est la limite, donc oui. Ça devient plus du plaisir. Bah, non mais c'est vrai. Enfin, quand on a fait du world building, on s'est potentiellement, on s'est dit même ça peut être une licence forte, et puis on peut penser à plein d'autres trucs à côté, etc. Et c'est cool. Mais en même temps, voilà, ça reste un projet plaisir. Il faut que ça soit quelque chose qui soit faisable et dans lequel on ne se crame pas, surtout. Et en même temps, 3 tomes, c'est largement suffisant pour raconter ce qu'on a envie de raconter. Donc, en termes, voilà, de pagination et de tomaison, enfin, voilà, c'est plus une logique de production paisible qui nous a animés. Et en termes de format, c'est presque arrivé par accident, et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, alors la volonté de faire du noir et blanc, tu l'avais effectivement, ouais. et ça c'est certain, et ça permettait de gagner du temps, mais on n'avait pas encore l'idée. Enfin, c'est pas parce qu'on faisait du Sentai et qu'on faisait quelque chose qui avait une influence japonaise qu'on voulait faire un format manga. Même si ça va être un format manga un peu plus grand, quoi. Mais voilà, c'était pas lié pour nous, et c'était pas pour se dire, hey, on va draguer les fans de One Piece, quoi, pas du tout. Donc c'est venu un peu par accident. Alors tu me couperas si je me trompe, mais parce que déjà ça rentrait, il y avait une espèce d'alignement des planètes avec le projet jaune de Run et Rours, qui se retrouve être aussi dans cette même idée, c'est-à-dire, alors il y a un peu de couleur, mais il y a un peu de noir et blanc aussi, un format un peu plus petit, et une pagination un peu plus élevée. Et tu dis, eh ben oui, il y a quand même une espèce de concordance là. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer un format nouveau pour le label, quoi, tu vois? On a fait le format comics, Run il a fait des formats fascicules même, le format franco-belge d'eau toilée on connaît aussi, et on n'est pas allé dans cette direction là. Est-ce que ça peut pas être intéressant aussi?
Ouais, on retrouve un peu ce format un peu serial, même si c'est une petite série, hein, c'est 3 tomes, mais ça reste quand même. De 200 pages. De 200 pages quand même. Rappelons-le quand même que tu as Mais fait. ouais, c'est vrai que moi, il y avait vraiment une envie, en fait, qui était purement artistique, tu vois. Après Frontier, en fait, je peux plus au niveau de la couleur et Oui, parce que toi, je me rappelle que tu disais que la mise en couleur, c'était un truc qui te ça faisait, me prend beaucoup de temps et je me sentais vraiment pas pour me relancer dans un travail comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai besoin d'une pause en ce moment par rapport à ça. J'y reviendrai sûrement plus tard. Mais et surtout, je commençais à me sentir un peu avec un plafond de verre on va dire sur comment travailler la narration sur un format, on va dire assez classique, tu vois, de franco-belge. Je commençais un peu à rouler mes mécaniques, aller un peu automatique, tu vois. Ok, ouais, je connais mon gaufrier, je le fais comme ça, parce que je sais que j'ai combien de cases par page en moyenne et tout. Et pour moi, c'était un vrai challenge de me dire, ok, comment je pourrais refaire de la mise en scène sur un format qui est plus petit, qui est en noir et blanc, donc il y a une information que tu enlèves complètement, donc il faut la transposer de manière différente en noir et blanc. Et comme voilà, moi aussi je suis un grand lecteur de manga, et même t'as plein de BD indés, tu vois, en Europe où t'as des trucs, des petits formats, des trucs sans couleur et tout. Je me dis tiens, il y a plein de trucs en termes de narration qui m'excitent, que j'ai jamais pu faire sur du format franco-belge. En fait, j'ai envie d'apprendre ça parce que je sens que c'est là où en ce moment je peux réapprendre des choses en termes de storyboard et tout, qui vont sûrement me nourrir pour plus tard, pour les années à venir. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien essayer de progresser en dessin, de progresser en narration. Et ouais, ce côté plafond de verre, j'avais besoin de passer sur un truc vraiment très différent. Donc ouais, il y a un peu un animal en planète entre ce qui se passe avec Jaune, ce que moi j'avais envie de faire artistiquement, ce qu'on avait envie d'avoir sur ce côté justement un peu projet plaisir. Quand c'est plaisir, c'est pas qu'on le prend pas au sérieux, c'est on retrouve du plaisir de création assez brut et assez simple. On se prend moins la tête de manière très très sérieuse, quoi. Moi j'ai l'impression d'avancer sur un nouveau truc et c'est excitant, tu vois, de passer sur un nouveau truc, quoi. Et puis même, j'imagine, sur cette question de format, parce qu'on avait même eu cette discussion avec Run il y a pas si longtemps dans un podcast bilan de l'année, en fait, où il y avait cette idée de vouloir faire comprendre aussi que le label 119, c'est pas justement que cette grande eau toilée auquel on s'est habitué et qui ont été qui ont fait de très belles BD, mais voilà que Mathieu, à cause de Mathieu, maintenant tout le monde si c'est pas un eau toilée, c'est pas du label, mais là vraiment d'aller de quelque chose de très différent aussi pour montrer ce qui existe depuis toujours chez vous au label, mais cette versatilité aussi dans les choix de publication, et de montrer vraiment qu'il n'y a pas un standard de BD non plus, même, enfin, c'est pour vous, peut-être pour pas vous typecaster vous-même, en fait, aussi, on va dire. ouais, de ouf. Mais, enfin, c'est vrai que cette question du format, on l'a depuis un moment, et effectivement, comment dire, là, avec Rue de Sèvres, avec l'année 2023 qu'on a eu, où on a eu plein de jolis titres, et on se dit, putain, on est arrivé à une sorte de palier, quoi, tu vois, enfin, qualitatif. On a l'impression de se dire, ouais, c'est cool, le label déjà est reconnu, et en plus, on arrive à sentir ce qu'on veut, et c'est bien. Et on se dit souvent, effectivement, putain, faut pas qu'on devienne des boomers, et non, mais comment tu fais pour te renouveler, quoi, vraiment, faut surtout pas, parce que les chaussons sont confortables, rester dedans trop longtemps, quoi. Et c'est aussi cette envie-là, et cette dynamique, effectivement, elle nous donne du plaisir de création, mais aussi du plaisir éditorial, quoi. À se dire, allez, on va un peu de l'avant, on n'essaie pas de draguer le marché du manga, on n'essaie pas de draguer les lectrices et les lecteurs de manga, c'est pas du tout le but, mais voilà, on va dans une nouvelle direction de format, et on va voir ce que ça donne. Oui, parce que même après, en termes de découpage, vous n'êtes pas forcément sur du découpage type très manga où il y aurait que 3 cases, enfin, tu sais, où tu as que 3 cases, des personnages en pleine page non plus, où tu fais ouais, c'est typiquement du shonen, par exemple. C'est un peu hybride. Moi, j'y mets un peu de ça, et en même temps, c'est pas exactement mon ADN première, donc je fais un peu avec ce que j'ai en tête, et du coup, pour moi, il sera comme un truc métissé, mais effectivement, comme dit Mathieu, c'est la fameuse BD métissée. Ouais, non, mais là, c'est complètement ça, quoi. Et c'est vrai que cette question de format, déjà, elle correspond, je pense, basiquement au récit et à ce qu'on veut raconter. Je pense que c'est un format qui s'y adapte très bien. C'est vrai que même quand tu prends en comparaison, tu vois, justement, les séries ou les films coming of age, c'est pas des trucs où la réal va être ultra maniérée ou quoi. C'est un côté un peu brut, c'est un côté un peu proche des personnages, presque, c'est quasi documentaire. Et finalement, là, ce format avec ce côté noir et blanc, c'est assez brut aussi, c'est sans fioriture, et on rentre directement dans les relations de personnages. Donc, je trouve que tout prend sens globalement. Et c'est vrai que on s'est toujours dit avec le label que
on ferait des formats qui correspondent au récit et pas faire un format qui va marcher en fait. C'est sûr que là, surtout qu'en plus de toute façon vous aurez une problématique, c'est est-ce que ça va, on en reparlera certainement d'ici la sortie, mais comment ça va être présenté par vos représ, comment est-ce que ça va se retrouver dans les librairies généralistes, est-ce que ça sera dans le rayon franco-belge parce que techniquement ça en est, est-ce que ça sera au rayon manga parce que le format va appeler ça aussi. Après vous avez de la chance qu'il y a avec ce que vous faites depuis 15 ans, il y a quand même eu plus déjà de diversification des formats et qu'en plus on a aussi même une période. Mais je veux dire, les French manga qui sont faits en ce moment chez Kana ou chez Vega, eux sont au rayon manga. Donc la question c'est où est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce qu'on aura des... Je pense ça va être marrant de voir comment ça va se passer en boutique, mais... Ou même vous, comment est-ce que vous voudriez le voir placé en fait? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ou pas? Parce que c'est... Je sais pas, c'est compliqué. Si t'en parles à Ron, il est très pessimiste sur la place la place physique que le label occupe dans les librairies. Ouais, on le sait. Il l'a dit aussi. Mais tu vois, moi j'en discutais il y a encore pas 15 jours là, avec des libraires du réseau Momi et qui ont ouvert des antennes manga un peu partout tellement ça marche, et qui me disaient par exemple Frontier, on l'a mis au rayon BD, puis on en a mis aussi au rayon manga. Et c'est pas un problème, tu vois, c'est pas du tout un format manga, c'est pas un style manga, il y a de la couleur, mais les gens ont compris, enfin en mon sens les libraires ont compris que Label 619, alors au mieux il a un coin Label 619 qui n'est pas dans le comics, pas dans le franco-belge et pas dans le manga, et au pire il peut être essaimé un peu de partout et ça passe aussi. Enfin vraiment, moi j'ai vraiment confiance dans les libraires pour faire le taf, parce que je pense qu'ils le font jusqu'à présent. Ouais. Alors comment, une fois que vous aviez mis les bases de votre world building, de cet univers, et j'imagine de comment ça fonctionne, c'est à partir de là en fait que les personnages arrivent et que comment vous commencez à travailler en fait tout ça ensemble tous les deux? C'est alors je pense que de toute façon cette idée là, les personnages principaux en tout cas de ce premier tome, ils correspondent au Sentai de notre génération, donc c'est-à-dire nous quand on avait 20 ans, quand on sortait de l'adolescence et qu'on devenait adulte, donc en termes de en termes de narration, bon, enfin, je veux dire, enfin, on a eu à peu près les mêmes expériences, on a vécu dans la même à la même époque, etc. Donc, c'est comment ce passage à l'âge adulte, on l'a vécu. Donc, tu me diras si je me trompe, et du coup, moi, j'écris des textes, j'écris des situations et des personnages, et normalement, ça rentre à peu près en résonance avec l'expérience de tout un chacun qui a 35 ans aujourd'hui. Ouais, complètement. Ouais, non, moi, je me suis retrouvé dans plein de fragments des persos, tu vois, en globalité. Donc, ouais, non, c'est ce que je disais avant, il y a un côté un peu universel et là, il marche bien parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec Mathieu, on en avait parlé de ce côté génération où c'est vrai que j'ai l'impression que, tu vois, vers 35 ans, c'est là où tu commences à réaliser le concept qu'il y a une génération après et avant toi, en fait. Et là où on se dit, ok, nos parents, oui, ça a toujours été une génération au-dessus. Mais là, on commence à ressentir qu'on est déjà différent et loin des gens qui ont 20 ans, tu vois. Non pas pas dans le côté négatif, mais déjà, non, mais factuellement, hein. On sent que, ils sont sur d'autres optiques et tout, donc ouais, non, là, je trouve que c'est vraiment le moment pour nous d'écrire ce côté de la génération, parce que c'est vraiment la réalité en fait, il y a plusieurs générations qui s'entrechoquent, quoi. Vous vous sentez déconnecté de vos plus jeunes maintenant? Pas forcément. Ce que vous avez déconnecté, mais tu sens, quoi, il y a un petit gap, quoi. Ouais, parce que vous avez un contact avec les lecteurs qui sont plus jeunes, avec les auteurs aussi qui sont plus jeunes, avec même tous ceux qui arrivent avec Low Reader par exemple, même Petit Rapace, pour citer lui qui est complètement dans ce décalage générationnel dont vous parlez. Vous arrivez à vous parler quand même, ça va vous? Alors oui, mais non, mais vraiment, moi je le sens très très présent, ce décalage, parce qu'en fait, c'est vrai que ce décalage, on le vit aussi éditorialement parlant. Enfin, jusqu'à présent, le label 619, ça a souvent été toujours les mêmes personnes, mais enfin, je veux dire, il y a eu plein de satellites autour d'autrices et d'auteurs qui ont bossé au label, mais finalement, on était tous de la même génération avec les mêmes références. Et c'est d'ailleurs pour ça que le label a été créé, enfin, en tout cas, il fonctionne encore aujourd'hui, quoi. Et effectivement, là, avec des Petits Rapaces, avec des Rours, avec des Viviane et Pablo, etc., des Cogumeli, on se retrouve avec des gens qui nous bousculent un peu en disant, non, mais ils ont pas forcément les mêmes références, ils ont pas les mêmes envies que nous, et c'est très bien, et ce renouvellement-là, au label, on l'appelle de nos voeux, quoi, et c'est vraiment mortel. Et en même temps, ça marque ce côté de, ah oui, on n'est plus les petits jeunes de la BD, c'est fini, quoi. Enfin, c'est peut-être fini depuis longtemps, on s'en était pas rendu compte, mais voilà, c'est terminé. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, Petit Rapace, il a quand même évité de manger avec nous parce qu'on était trop vieux, il est avec les jeunes, hein, donc.
Je veux pas être vu avec mes parents. Ouais. Dans ta cas, c'est compliqué le cas. C'est jamais compliqué le chara design pour vous. C'est toi qui vraiment t'inspire, enfin, de n'importe quand, enfin, qui dessine des novos, ou t'as des indications quand même précises de Mathieu aussi sur ce qu'il veut. Pour les personnages, Mathieu m'avait envoyé des sortes de petits descriptifs de persos, vraiment, tu vois, des petites fiches comme ça. Et puis moi, je lui ai proposé plein d'idées pour chaque perso. Ça, c'est vraiment la tambouille assez classique. C'est un peu ce qu'on avait fait déjà sur Midnight Tales, tu vois. On avait déjà un peu ce groupe de personnages avec plein de différentes personnalités et ça marche assez bien. C'est vrai qu'avec Mathieu, on partage pas mal de références communes. Du coup, c'est un processus qui est assez facile à faire. Il est jamais trop intrusif. Moi, je fais mes trucs et puis au bout de quelques croquis, on commence à cerner un caractère de personnage et comment il va être physiquement et tout. Donc non, ça c'est assez simple à effectuer. Et la méthode de travail alors au jour le jour, enfin, ou à la semaine, comment vous articulez ça pour que les planches elles tombent, puisque à l'heure on enregistre, en tout cas, je sais pas combien t'en es, moi j'ai pu en lire une cinquantaine, donc c'est-à-dire que ça c'est déjà entamé en tout cas, et là vous êtes dans une mécanique alors de pas de routine mais de fonctionnement bien établi. Ouais, je pense qu'on a à peu près trouvé notre rythme de croisière. Tu pourras mieux parler sur la partie écriture, mais c'est vrai qu'il lui il m'envoie toujours on a chapitré le récit, là, il y a vraiment ce côté de petits chapitres qui vont parfois comporter plusieurs scènes, mais c'est des petits chapitres. Et voilà, il m'envoie un chapitre, moi je le relis, si j'ai des petites annotations à faire, je lui en parle, des interrogations, je lui en parle, et puis après moi je fais mon storyboard, je fais mon crayonné, je lui envoie, et comme ça je lui envoie les étapes, comme ça Mathieu peut aussi checker, se dire ok, là ça correspond, là, ça fonctionne bien et tout. Et puis comme ça, moi après j'avance, et puis en général pendant que j'avance, Mathieu a le temps de faire un deuxième chapitre, et puis voilà, il y a un roulement qui se fait doucement comme ça. Et comme on disait au tout début, moi quand je dis à Mathieu genre là je vais bientôt finir, est-ce que toi tu vas attendre bientôt un chapitre, si ok c'est bon, s'il n'est pas ok moi je prends mon temps sur mon truc, j'affine mon travail, donc c'est pour le moment on arrive à trouver un rythme où ça roule assez bien, mais à jamais, je pense à aucun moment on va se mettre la pression genre allez vas-y faut que tu te presses quoi. Sauf si vous fixez une date de sortie et qu'à un moment il faut rendre les planches pour le bouquin. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on enregistre ce podcast juste avant la réunion éditoriale avec Rue de Sèvres, où on va devoir donner une date de sortie, on va devoir dire ah merde, alors là faut vraiment qu'on se bouge le cul. Mais non, enfin pour abonder dans le sens de Blacky, ouais, alors déjà en fait c'est ultra facile et c'est là où c'est fou, hein, c'est ultra facile de bosser avec Blacky. Je pense que parce que déjà au dessin il y a pas grand chose à dire, je pense que j'ai pas besoin d'être intrusif parce que c'est toujours plus que ce qui a marqué dans le script et ça c'est génial parce que du coup moi je peux aller vite dans le script et l'intention est comprise et en plus moi je pense à toute cette narration environnementale que tu as fait sur les pages pour rendre le monde tangible et la présence passée des kaijus visible dans les manuels scolaires, sur les canettes de soda, sur des affiches de publicité. C'est des trucs moi j'ai rien dit quoi. Mais cet univers graphique là il l'a distillé dans les pages, donc voilà, c'est dans tous les cas le résultat est mieux que moi ce que je propose, et donc déjà c'est ultra satisfaisant. Et en termes d'écriture c'est cool aussi, effectivement j'essaye d'avoir un chapitre d'avance pour qu'on soit quand même à peu près à flux tendu, mais il y a rien qui presse, et je pense qu'en plus c'est la bonne méthode de travail parce que ça permet aux idées de mûrir un petit peu, jusqu'au tout dernier moment, plutôt que tout écrire en avance. C'est finalement moi quand je travaille sur mes one shots, j'écris tout au début et après je commence à dessiner, et pour autant il y a quand même ce côté un peu organique c'est pas parce que tout a été écrit en amont qu'il n'y a pas plein de modifications au fur et à mesure. Mais tu peux pas te laisser toi-même surprendre en fait par ton propre récit. Et donc ce côté organique là on l'a gardé, et il fonctionne bien, et puis ça permet aux personnages aussi de vivre dans nos têtes, et du coup d'avoir des réactions et des scènes qui sont logiques par rapport à ce qu'ils sont, quoi, parce que in fine ce qui compte c'est les personnages, leur interaction, et puis leur future évolution sur les 3 tomes. Oui, mais parce que tu peux même avoir une idée en cours de route et te dire est-ce que je peux l'intégrer dans le récit, et de voir en fait j'imagine qu'en plus vu que vous avez cette orientation on veut le faire dans le plaisir aussi, que vous voulez laisser cette marge de liberté, quitte à ce que ça devient après peut-être compliqué, on en reparlera sûrement dans quelques mois, de voir comment ça s'est passé, mais de vous dire qu'il faut allier cette flexibilité que vous voulez vous donner
tout en ayant un cadre quand même défini pour que ça tienne, enfin que votre histoire parte complètement pas en couille en fait. Après c'est vrai que bon, on commence à avoir de l'expérience sur les rendus, sur les deadlines, donc oui, c'est plus votre première BD. C'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on a cette expérience là et on sait qu'on veut prendre du plaisir sur le projet, mais voilà, on sait très bien qu'on va pas partir en couille, tu vois, sur le process. On sait comment gérer un projet jusqu'à présent, donc voilà, ça se fait comme assez simplement et pareil, tu vois, sur l'écriture de Mathieu, ce qui est aussi agréable, c'est que il va mettre des intentions sur les dialogues et tout, mais il va aussi parfois me filer des idées de mise en scène complète, tu vois, vraiment, il va me dire tiens, ce chapitre-là, enfin cette scène-là va être plutôt vue de cette manière-là et tout. Donc même moi, en fait, on se soulage un peu l'un et l'autre, tu vois, de petites parties, parce que vu que lui il est dessinateur, il est metteur en scène aussi, il sait comment visuellement ça peut rendre. Mais il te donne pas les indications de cadrage, de découpage forcément, de comment tu dois représenter. Des fois, ça peut arriver sur des petits trucs. Voilà, après, c'est à moi de prendre ou pas. Je pense que c'est plus des recommandations, tu vois. Vraiment, ton idée, elle est nulle, Mathieu. Mais non, mais en plus, voilà, c'est vrai que là, je me souviens, là, je sais que en ce moment, je bosse sur une scène où t'as toute une séquence qui se passe. C'est essentiellement la discussion dans un bar avec un peu l'après sortie du bar. Ce qui est assez, tu vois, assez classique. Si tu dis en termes de mise en scène basique, tu fais OK, d'accord. C'est chant contre chant. Et là, Mathieu, il a injecté 2 idées de mise en scène dans cette séquence-là qui sont hyper intéressantes. Et je me dis, c'est charmé. En plus, moi, ça me permet de pas forcément passer 10 000 heures à brainstormer des idées. Comment je pourrais rendre ça intéressant. Directement, j'ai une idée visuelle qui me saute aux yeux et je peux me concentrer à fond pour la rendre vraiment cool visuellement, quoi. Donc c'est ça qui est assez trippant de bosser à deux et d'être à la fois dessinateur et scénariste, c'est qu'on se comprend assez bien comme ça, quoi. Et il te valide la narration environnementale dont Mathieu parlait, le fait que tu rajoutes des idées, des décors, enfin que tu fais des décors assez déjà chargés en fait, mais qui effectivement te permettent de raconter énormément de choses sur cet univers sans que tu aies une scène d'exposition où quelqu'un irait visiter un musée des Super Sentai pour tout expliquer avec du texte. Il y a un peu de ça, mais ce qui est marrant, c'est que il y a des moments où moi je rajoute des trucs un peu de mon côté, tu vois, et puis ils découvrent ça à l'ancrage, donc je croise les doigts pour que ça passe, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que sinon tu fais trop tard, c'est ancré. Voilà. C'est ça la technique, c'est de presser comme ça. Mais non, ce qui est marrant, c'est qu'après, tu vois, Mathieu va des fois reprendre des éléments que j'avais mis moi-même, et il va les réintégrer dans les scènes suivantes, des fois même de manière plus flagrante et tout. Donc en fait, on se répond comme ça en ping-pong, quoi. Donc c'est plutôt c'est assez facile en fait, de bosser, quoi. L'idée quand même d'avoir une touche de couleur qui paraît évidente en fait avec le sujet, puisque les Super Sentai ils ont des costumes chacun d'une couleur différente, et j'imagine que ça c'était il n'y a pas eu d'idée en cours du route, c'était un truc qui était posé dès le départ, à partir du moment où sinon ça aurait été très compliqué de les reconnaître en noir et blanc. C'était comment dire, c'était pas si évident au début pour moi. Au début, moi j'étais parti vraiment sur le côté tram noir et blanc et tout. Je commence à faire mon truc. Ça t'imposait de faire des chara design beaucoup trop, même pas, tu vois, je me suis même pas posé la question sur le moment, et puis à un moment, je me suis dit, c'est vrai que c'est comme bien de la couleur. Je suis mais c'est vrai que là, pour ce projet-là, j'ai pas trop envie de faire de couleur. On avait réfléchi à peut-être faire, tu vois, un projet un peu en bichromie, trichromie, trucs comme ça, tu vois, parce qu'à un moment, il me dit, mais c'est vrai que les Sentai, c'est comme la couleur qui est signature. Et je fais, ouais, d'accord, on va pas pouvoir échapper à mon envie de faire du full noir et blanc. Du coup, il faut trouver une solution, quoi. Donc voilà, on a un peu brainstormé, et du coup on a trouvé cette idée de la seule touche de couleur, ce sera les personnages, enfin quand ils seront en costume du coup, et peut-être d'autres éléments, des petits éléments graphiques, mais en tout cas il fallait cette touche de couleur, effectivement, c'était important. J'imagine, je sais pas, parce que pour moi forcément ça évoque Sin City aussi, cette façon de faire, mais qui date de maintenant et qui a été reprise à maintes fois, mais j'imagine que c'est pas forcément une inspiration que vous voudrez revendiquer là-dedans. Non, parce que en plus Sin City, il y a tout ce travail du noir et blanc qui rajoute une couche en plus, mais effectivement, c'est vrai que moi, j'avais pas pensé à Sin City quand on a parlé des costumes, quoi. Et sur l'aspect des niveaux de grille, des trames, c'est quelque chose que tu fais numériquement, ou c'est aussi quelque chose avec lequel tu bosses sur papier? Non, c'est numérique. Je pense que papier, ce serait beaucoup, ça a l'air hyper fastidieux pour le coup, donc voilà. Puis, mais les trames, c'est un truc un peu nouveau pour moi, donc il faut que j'appréhende, même si c'est en digital, il y a quand même une réflexion différente à avoir. Mais c'est cool. C'est encore une fois, tu vois, moi, avant tout, c'est un projet qui est, comme on parlait beaucoup de plaisir, mais pour moi, c'est vraiment un projet de challenge. Tu vois, c'est vraiment travailler en plus petit format, travailler en noir et blanc, travailler avec des trames. Ça te permet d'être plus rapide aussi, j'imagine? Ouais, c'est forcément plus rapide, même si j'ai plus d'apprentissage aussi à faire, donc c'est moins automatique des fois. J'ai un peu plus de réflexion à avoir à certains moments.
Mais ouais, non, c'est sûr que c'est le temps que je passe sur une planche de Shin Zero, c'est pas le même que sur Frontier, hein, c'est certain, quoi. Et Mathieu, juste comment tu t'organises alors entre ça et Silent Genie? C'est pas la première fois que tu bosses sur plusieurs projets à la fois, mais comment est-ce que tu gères d'un point de vue très, on va dire, pragmatique sur le temps en fait que ça te prend par rapport au reste? Il me jette un regard noir comme ça, je laisse. Et ben la nuit, après ma journée de travail sur Silent Genie, voilà. J'écris. Du coup, ouais, non, c'est du coup là, je suis à un stade où Silent Genie, il faut pas que je prenne de retard, donc c'est vraiment à côté. Mais encore une fois, le travail d'écriture, par chance, je commence à y être habitué, et notamment là, grâce à Midnight Tales et Midnight Order, finalement, j'ai pu signer une bonne quinzaine de scénarios. Ça a été très formateur là-dessus, parce que en plus, il y avait des délais très compliqués à tenir pour Midnight Tales à l'époque. Donc, j'arrive à être à peu près efficace en écriture. Et finalement, tu vois, comme il est question de, en gros, t'es sur un chapitre par mois, un truc comme ça. Donc moi, il faut que je me cale 3 soirées par mois pour écrire mon chapitre. Franchement, c'est pas le plus fatigant, quoi. Tu vois, c'est très correct. Très bien. Bon, bah écoutez, on en arrête là pour le moment, puisque c'est ce genre de poste comme on l'avait fait même, tu te rappelles, avec Frontier ou Silent Genie, où au départ on parle juste en fait d'écriture, d'idées, tout ça, sans parler des personnages en question, de l'histoire, puisque de toute façon moi-même je ne la connais pas, je serais bien malaisé de vouloir en discuter avec vous, mais j'espère qu'on se retrouvera d'ici quelques mois en fait, quand le projet aura bien avancé, sera sur le point de sortir, pour voir qu'est-ce qui a changé entre temps, qu'est-ce qui va changer, peut-être ça se trouve dans 1 heure avec votre réunion, ce podcast, ça se trouve sera caduque dans tout ce qui a été raconté, sera un dos toilé en couleur, machin, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, tout peut arriver, mais en tout cas, merci beaucoup Blacky et Mathieu d'être revenus dans ce podcast et de me faire confiance pour ces émissions. C'est toujours aussi l'appréhension de savoir quand est-ce que ce sera écouté aussi, parce que je sais pas quand vous allez sortir cette BD. Donc en tout cas, on se dit à une prochaine fois. Et je rappelle à toutes les personnes qui écoutent ce podcast que vous pouvez le soutenir en partageant les émissions sur les réseaux sociaux, à la fois pour mettre en avant le podcast, mais surtout les travaux de ceux qui viennent présenter leur travail. Merci à toutes de nous avoir écoutés. Mathieu, Guillaume, à bientôt. Salut.